Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des résultats et de la stratégie d'ABC Arbitrage. Et son PDG, Dominique Séolin, est à nos côtés en plateau. Bonsoir Dominique. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là et de venir, comme vous le faites régulièrement, commenter vos résultats. Résultats annuels donc, qui portent sur l'exercice 2024. Je vous laisse apporter vos propres commentaires, bien sûr. Il faut noter, et vous le notez d'ailleurs dans votre communiqué, que c'est le 30e exercice consécutif. C'est un anniversaire. Où vous générez, alors c'est l'anniversaire, c'est les 30 ans, mais c'est effectivement une régularité dans la génération d'un retour sur fonds propres moyen supérieur à 15%. Et ça, c'est une promesse que ABC Arbitrage n'a jamais trahi. Exactement. So far, so good. Jusque-là, on tient la promesse et on se bat pour ça. C'est une vraie fierté, même si ça reste un objectif modeste par rapport à d'autres réussites, encore une fois. Mais enfin, quand même, plus de 15% en moyenne et jamais en dessous de 10%, quelle que soit la situation de marché. Et même, à contrario, plus les marchés sont agités, mieux ça va. Ouais, c'est ce que je disais un peu en introduction, effectivement. Donc, ça, c'est clairement pour nous un bel anniversaire de pouvoir le fêter encore une fois en remplissant ce contrat moral avec nos actionnaires et nos clients. Ouais. Bon. Que dire de ces grands paramètres de marché, alors qui sont la volatilité, le M&A, les opérations sur capital, les volumes sur les marchés également. Que dire de ces grands paramètres de marché au regard des résultats que vous publiez, de la hausse de vos résultats que vous publiez pour 2024 ? C'est une très bonne question, puisque comme vous le savez, nos résultats sont toujours corrélés, voire fortement corrélés à la volatilité, mais aussi aux activités sur les capitaux des émetteurs, donc en particulier les opérations sur ce qu'on appelle les opérations de capital, augmentation de capital, mais aussi le M&A. Et puis évidemment, plus il y a de volume sur les marchés, plus le métier d'apporteur de liquidité que nous faisons, évidemment, se réalise. Et donc la volatilité en 2024 a été relativement proche de celle de 2023, très légèrement en dessous, mais quand même sensiblement en dessous de sa moyenne historique, plus de 20% en volatilité réalisée, autour de 20% en dessous de sa moyenne si on parle de VIX, le fameux indicateur de la peur. Donc quand même un paramètre plutôt défavorable pour notre activité. Côté M&A, il y a un retour qu'on avait détaillé un petit peu ensemble au mois de mars. Ça s'est l'embelli, s'est confirmé avec une hausse à peu près de 10-15% sur les opérations en nombre, même si par rapport à la moyenne historique, on est plutôt sur des market cap, donc des volumétries d'opérations en dollars ou en euros plutôt en dessous de ce 15%. Mais enfin, globalement, une activité qui reprend. Et sur les volumes, on est plutôt stable sur la comparaison avec 2023, légèrement en hausse par rapport à la moyenne historique 10 ans. Alors, je reprends le paramètre de volatilité parce que on s'était vu peut-être en fin d'année dernière ou il y a 6 mois, en tout cas après l'épisode de volatilité de l'été. 5 août, Banque du Japon, enfin pour ceux qui s'en souviennent, bref, il y a eu une espèce de mini-crack de 24-48 heures qui avait été un épisode de volatilité qui avait emporté pas mal de classes d'actifs qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et puis ensuite, il y a eu quand même toute la séquence d'anticipation d'élection de Donald Trump qui a amené un peu de volatilité, de volume peut-être même également dans certains marchés. Oui, vous avez raison. Si on découpe l'année en deux parties, comme vous venez de le faire, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire on a un premier semestre, et on l'avait communiqué au mois de septembre, qui était plutôt en ligne avec 2023. Et la réalisation de nos progrès viennent en partie, on pourra le détailler ensemble si vous le souhaitez, mais viennent en partie de cette amélioration, un peu de contexte au deuxième semestre, avec des périodes de volatilité assez courtes dans le temps, mais quand même, il y en a plusieurs. Et c'est sûr qu'elles ne sont pas faciles à gérer pour nous quand elles sont aussi courtes parfois, mais il y en a, et avec un petit peu plus de volume globalement. Et donc, effectivement, ça a plutôt favorisé, en partie en tout cas, la construction du résultat qu'on vous présente cette année. Si on reste sur le paramètre de volatilité, Trump, c'est un facteur d'incertitude, c'est une source d'incertitude, donc c'est une source de volatilité. Enfin, on peut avoir un régime de volatilité Trump 2.0, un peu différent de ce qu'on a vécu ces dernières années. Une blague sur un forum boursier, on m'a dit que Trump était l'employé de l'année chez ABC Arbitrage. C'est possible, c'est possible. Voilà la blague, c'est que je trouve assez drôle d'ailleurs, bien joué. Donc en fait, c'est clairement, alors si on ne pouvait pas être complètement sûr en la fin d'année 2024, 2025 a montré entre à peu près mi-février et puis depuis quelques jours ça s'est calmé, mais jusqu'à encore la semaine dernière, une volatilité en hausse significative grâce ou à cause, si on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide, à cause des incertitudes générées par la nouvelle politique du nouveau président américain, avec effectivement, je vous ai sûrement en parlé, les tarifs douaniers, etc. etc. Enfin, tout ce que tout le monde connaît, j'allais dire. Et donc, effectivement, on remplit à nouveau ce vase d'incertitudes. Et globalement, ce que je dis très souvent, c'est que la probabilité d'avoir une année 2025 plus volatile continue d'augmenter, même si, encore une fois, les banques centrales sont encore extrêmement présentes. Bon.
paramètre de volatilité peut-être un peu plus favorable. Ce sera évidemment à suivre et à confirmer. À l'inverse, je lis beaucoup de choses sur Trump et le M&A. Les deal makers du moment sont quand même plutôt assez inquiets de l'incertitude générée par Trump qui ne va pas dans le sens de faire des deals. Alors si on répond factuellement avec des chiffres, avant peut-être d'avoir tenté des explications, jusqu'à encore début mars, ça se passait plutôt bien. C'est-à-dire en fait on avait une continuité dans le taux d'annonce. Donc là je parle d'opérations cotées, enfin sur la cible est cotée. Donc là effectivement il y avait une forme de stabilité, voire même un petit peu d'euphorie parfois sur un espoir de dérégulation ou de liberté, en tout cas de baisse d'imposition, etc., etc. Et de baisse des taux, qui était aussi une des promesses de Trump. Et donc on peut imaginer qu'il y avait un petit peu d'euphorie. Et c'est vrai que l'incertitude actuelle, et puis aussi la difficulté sur les marchés financiers, les marchés américains ont quand même chuté significativement depuis le début de l'année, a généré quand même un frein que nous voyons effectivement en chiffres sur les annonces en cours sur le M&A. Ouais. Je voyais, alors là, on en parlait tout à l'heure dans l'émission, mais j'ai pensé à vous sur la liquidité des marchés actions américains, calcul de Deutsche Bank. La liquidité sur un contrat futur S&P 500 est au plus bas depuis 2 ans. Oui, alors pour l'instant, je n'ai pas les chiffres exacts, ça va sortir à la fin du mois, là, du côté ABC, j'allais dire. Ouais. Donc, mais vous avez raison, ça c'est public, donc c'est une affirmation très claire et factuelle. Ce qu'on peut quand même reconnaître, c'est que c'est déjà depuis de nombreuses années qu'on a sur l'equity, alors les futurs c'est un petit peu différent, on vient de parler des futurs, mais sur l'equity, on a quand même une attrition des liquidités sur les marchés cotés, ne serait-ce que par le nombre de sociétés cotées aux États-Unis. Il y avait une étude, je crois qu'il y a 1 an, on est passé de 7500 il y a 25 ans à 4000 sociétés cotées. Donc le lien de cause à effet est immédiat aussi en termes de volume. Par contre, c'est vrai que ces volumes ont pu également se reporter sur d'autres actifs. Le Bitcoin étant crypto par exemple, c'est un des actifs récents sur lequel il y a quand même l'augmentation des transactions est significative. Comment, c'est toujours aussi la même question entre les paramètres de marché qui sont des éléments clés fondamentaux pour votre activité avec des corrélations parfois très fortes, vous le disiez Dominique, et la part intrinsèque des progrès, de la performance que vous pouvez générer chez ABC Arbitrage. Comment les choses se sont réparties là sur l'exercice 24? C'est vrai que c'est une estimation forcément un peu interne, mais en tout cas on a débattu pour essayer de bien analyser notre résultat. Et en gros, pour faire très simple, sur une base 100, on peut dire qu'il y a 40% de cette hausse de résultat qui est d'environ 10 millions d'euros. Donc là, je parle de résultat avant impôt. Donc la partie produit d'activité, chez nous, c'est le vocabulaire consacré. Donc à peu près 40% de ces un peu plus de 10 millions qui sont des progrès qu'on pense structurels, qu'il faut bien sûr confirmer en 2025 et je compte sur nos équipes pour me convaincre à nouveau, donc pas de problème là-dessus. 40% environ 40% probablement dû à ce second semestre de paramètres un peu plus favorables et qui se maintiennent d'ailleurs au premier trimestre, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Et puis une vingtaine de pourcents de situations un peu spécifiques. Alors on peut parler par exemple des taux qui sont favorables pour nos rémunérations de dépôt. Dans les autres opérations un peu plus spécifiques, mais j'aurais plutôt mis dans la partie 40% volatilité la partie crypto. Pourquoi je parle d'opérations, de situations un peu spécifiques? C'est parce que c'est une activité que nous avions stoppée en 2023 temporairement en attendant un agrément complémentaire. Nous avons redémarré en 2024 on l'a redémarré en période de crypto winter et puis on a eu le miracle. Le miracle. Le deuxième effet qui se coule, ou le premier effet qui se coule, le deuxième était en 2025, où en fait il y a eu le miracle du Crypto Summer, que vous connaissez tous d'ailleurs, depuis mi-novembre à peu près, jusqu'à fin décembre, début janvier. Donc nous, clairement, ça a été aussi un apport complémentaire de résultats. Et les tendances là, observées sur ce premier trimestre 2025, le premier trimestre, on profite et de nos progrès, qui sont confirmés sur la période de basse volatilité, de relativement basse volatilité de janvier, début février, et on profite également de la volatilité ou du retour de volatilité. Sera-t-il temporaire? On pourra en parler, mais en tout cas clairement les deux événements, donc progrès structurel et volatilité trumpiste, bénéficient à notre rythme d'activité qui est en hausse de 10% par rapport à la moyenne 2024. Vous allez conclure en 2025 le plan stratégique Springboard 2025 qui est un plan stratégique à 3 ans, c'est ça Dominique? En attachant le prochain qui sera présenté l'an prochain, on va commencer à y travailler, comme son nom l'indique. Quel bilan vous tirez justement de des objectifs achevés à travers ce plan stratégique? Des choses très bien et puis des choses moins bien, comme toujours dans les plans stratégiques et les ambitions qu'on se donne. Globalement, on a quand même eu des paramètres
beaucoup plus défavorable que sur le plan stratégique précédent qui couvrait des années comme 2020, 2021, 2022. Et donc c'est sûr qu'on ne va pas atteindre les ambitions de cumul de résultats qu'on avait calibrés avec des paramètres à leur moyenne. Or, les paramètres ont été sensiblement en dessous de la moyenne. Alors, c'est pas encore terminé, mais on a quand même 2 années de paramètres très calmes. Et donc, effectivement, on ne sera pas à ce niveau d'ambition-là. Mais néanmoins, les progrès structurels arrivent. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle, même si ils arrivent avec un tout petit peu plus de retard que ce qu'on aurait aimé. Ils sont quand même là et il faut quand même fêter ça en même temps que notre 30e anniversaire. Donc ça, c'est très positif. En termes d'organisation interne aussi et de ressources humaines, les équipes se battent bien et on a plutôt des beaux résultats, même si ça reste une top 3 priorité encore en 2025. Donc bravo à toutes nos équipes pour ce travail-là réalisé. Et puis on a quelque chose qui se passe moins bien, même s'il y a des convictions qui restent quand même intéressantes, c'est la gestion pour compte de tiers, sur lequel on est à juste titre critiqué, c'est-à-dire clairement nous sommes très loin des ambitions et très loin de la dynamique positive que nous aurions souhaité présenter au cours de cet exercice 2024. Et quelles sont les solutions, les options qui s'offrent à vous pour répondre à cette faiblesse que vous notez c'est pas la première fois que vous la notez vous-même, de l'activité de gestion pour compte de tiers. Je vous l'ai déjà dit ici, et puis je le dis aux équipes, je pense qu'il faut reconnaître le mot échec pour l'instant en tout cas. Donc on a attaqué une V2 du projet en 2024, on n'a pas attendu la fin du plan stratégique pour réagir, en essayant de créer et de modifier un de nos produits qui s'appelle Apka Opportunities, qui est un produit uniquement réservé à des clients dits professionnels, mais qui est un produit qu'on veut rendre plus diversifié et plus toute météo de marché, donc en particulier si les paramètres devaient rester défavorables durablement. Donc déjà refaçonner l'offre. Exactement. Nous, on avait des produits qui étaient très call de volatilité, donc très orienté volatilité. Donc forcément, ils souffrent un petit peu en basse volatilité. Et puis on avait des produits qui étaient très typés, un produit equity, un produit futur. Et donc ce produit Apka Opportunities, on le transforme en multistrat. Donc tout type de produit, tout type d'actifs, pour pouvoir justement profiter des volatilités sur les différents actifs ou dans les différentes zones géographiques au cours d'une année donnée. Mais c'est une activité qui reste stratégique pour vous, sur laquelle qui mérite qu'on insiste aujourd'hui. C'est intéressant. Je peux rappeler très rapidement, et vous m'arrêterez si je suis trop long, mais très rapidement les 3 objectifs qu'on avait avec cette activité qui pèsent dans la décision et qui portent du poids à cet objectif. Le premier, c'est de dire en fait, quoi qu'il arrive, nous, les produits sont intéressants pour les capitaux propres du groupe. Donc de toute façon, l'idée c'est de faire de la synergie et d'apporter du résultat complémentaire. Mais nous, on est nous-mêmes investisseurs déjà, donc on est nous-mêmes notre propre client. Deuxième point, venir apporter des résultats complémentaires récurrents, donc indépendants des paramètres de marché grâce à des clients extérieurs. Et puis le troisième point, et ça les actionnaires seraient contents, augmenter la valeur de l'action. Et donc ces 3 objectifs-là nous semblent encore cohérents par rapport à ce type d'activité. Maintenant, va falloir démontrer, et dans les performances qui sont bonnes, puisque le fonds en question produit 10%, près de 10% en 2023 et un peu moins de 10% en 2024. Il va falloir confirmer en 2025. Et vous savez, la gestion pour compte de tiers, c'est une pièce à 2 faces. Il faut et la performance et l'équipe de vente. Et donc, on est équipé pour ça maintenant et j'espère bien qu'on aura des résultats. Sinon, il y aura des décisions à prendre, c'est clair. Merci beaucoup Dominique. Merci de venir nous voir et d'être venu nous voir aujourd'hui pour évoquer ces résultats 2024 et la stratégie d'ABC Arbitrage. Dominique Séolin, PDG d'ABC Arbitrage, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.